Zimbabwe, l'opposition a exigé devant la Cour constitutionnelle l'annulation de l'élection du président sortant. Elle accuse le camp Mnangagwa de fraude et la commission électorale de manipulation des résultats. En République démocratique du Congo, une délégation du Conseil œcuménique des Églises en visite a exprimé son inquiétude sur le processus électoral censé conduire à la présidentielle du 23 décembre prochain. Et puis, une centaine de migrants ont exprimé leur joie après avoir réussi à pénétrer dans l'enclave espagnole de Ceuta en escaladant la haute clôture frontalière avec le Maroc. On en parlera également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, l'opposition a exigé ce mercredi devant la Cour constitutionnelle l'annulation de l'élection du président sortant. Elle accuse le camp Emmerson Mnangagwa de fraude et la commission électorale de manipulation des résultats. Voici les images. Devant les 9 juges de la plus haute instance juridique du pays, les avocats du mouvement pour un changement démocratique ont longuement énuméré les irrégularités qui ont, selon eux, entaché le scrutin du 30 juillet. L'avocat du MDC a ensuite tiré à boulet rouge sur la commission électorale. Nous nous sommes préparés pour le jour. C'est le jour J pour nous. Notre équipe est prête. Nous avons toutes les preuves devant le tribunal pour prouver que notre position est correcte. Notre parti a gagné les élections. Nous pensons que le tribunal va faire du bon travail. Nous ne nous attendons pas à ce que le tribunal soit influencé par les forces extérieures. Nous savons très bien qu'il existe au Zimbabwe des forces extérieures qui voudraient influencer les commissions indépendantes. Nous avons vu à quel point la commission électorale du Zimbabwe a été affectée par des forces extérieures. Elle a compromis son intégrité. Les avocats du président élu, Emmerson Mnangagwa, devaient riposter à l'argumentaire de l'opposition. La requête du MDC a déjà provoqué le report de la cérémonie d'investiture initialement prévue le 12 août. Si la Cour confirme sa victoire, elle doit se tenir dans les 48 heures qui suivent sa décision. Les 9 juges doivent rendre leur verdict d'ici à vendredi. La Cour peut confirmer les résultats, les invalider et appeler à un nouveau scrutin ou encore ordonner un recomptage des voix. À en croire les experts, il y a peu de chances pour que les juges se rangent aux arguments de l'opposition. En République démocratique du Congo, le mouvement pro-démocratie lutte pour le changement Lucha a appelé à des marches le 3 septembre prochain. Objectif, exiger l'abandon des machines à voter lors des élections du 23 décembre dans le pays, après le retrait de Joseph Kabila de la course à la présidence. Les détails. Ces marches prévues sur toute l'étendue de la République partiront des quartiers jusqu'au siège de la commission électorale pour exiger le retrait des machines à voter et la mise en œuvre des recommandations du rapport d'audit de l'OIF. L'Organisation internationale de la francophonie a annoncé ce mouvement de jeunes indignés au cours de conférences tenues dans plusieurs villes du pays. Ces conférences de presse à Kinshasa, Goma, Bukavu se sont tenues sans incident alors que les manifestations de Lucha sont systématiquement interdites et dispersées. En mai, l'OIF avait identifié plusieurs millions d'électeurs sans empreinte digitale sur le fichier électoral qui recense quelques 40 millions d'électeurs au total. L'opposition qualifie de machines à tricher les machines de fabrication sud-coréennes qui servent à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote. Le 8 août, après plusieurs mois de tensions politiques, le président Kabila a désigné son ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du parti présidentiel PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, comme candidat de la majorité à la présidentielle. Notre peuple ne peut pas et ne doit pas accepter un simulacre d'élection où Joseph Kabila, tout en n'étant pas lui-même candidat, resterait néanmoins maître absolu du processus électoral et des résultats, estime la Lucha. La Lucha a en outre appelé la conférence des évêques catholiques à prendre ses responsabilités pour le respect total d'un accord opposition-majorité signé sous médiation fin 2016. La Lucha est un mouvement né à Goma dans l'est de la RDC qui se dit apolitique et non partisan, mais décidé à demander des comptes aux dirigeants. Il a été à la pointe du combat contre un troisième mandat de Kabila depuis 2015.
Restons en République démocratique du Congo, où une délégation du Conseil œcuménique des Églises en visite a exprimé son inquiétude sur le processus électoral, un processus censé conduire à la présidentielle du 23 décembre dans ce pays qui n'a jamais connu de transition pacifique. Le Conseil œcuménique des Églises COE a exprimé ses inquiétudes sur la question des électeurs inscrits sans empreinte digitale, du besoin de consensus et de confiance sur l'utilisation de la machine à voter, ainsi que sur le cas des prisonniers et des exilés politiques en RDC. Nous demandons avec insistance à la Commission électorale et au gouvernement congolais de répondre à ces enjeux, écrit le secrétaire général du COE dans un message au peuple congolais à l'issue d'une visite de 2 jours à Kinshasa. Le COE recommande également l'observation des élections par des organisations nationales et internationales qui en ont les compétences, ajoute-t-il. Point de satisfaction, l'engagement du gouvernement à financer les élections, le respect des dates du calendrier électoral. Les élections ont déjà été reportées 2 fois en RDC fin 2016 et fin 2017. La commission électorale a de son côté assuré dans son bulletin quotidien avoir échangé avec la délégation du COE sur l'état des lieux du processus électoral, les contraintes et défis qui restent à surmonter, de même que les éclaircissements autour de la machine à voter. Notre pays semble encore loin de vivre des temps meilleurs vu les incertitudes du moment, avait déclaré le président de l'épiscopat congolais, Monseigneur Marcel Outambi, en accueillant la délégation du COE lundi. Le peuple congolais espère que l'aboutissement heureux du processus électoral en cours pourra lui garantir le début d'un avenir radieux, avait dit le prélat catholique. Ancienne colonie belge, la RDC n'a jamais connu de transition pacifique depuis son indépendance en 1960. Le Conseil œcuménique des Églises est une assemblée réunissant quelques 300 églises protestantes, orthodoxes et anglicanes. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé avoir enregistré pas moins de 46 candidatures pour l'élection présidentielle prévue à la fin de cette année. Les 3 derniers chefs de l'État en date figurent sur la liste, le président RI, son prédécesseur André Rajoelina et l'ancien président Marc Ravalomanana. Reportage. La plus haute instance judiciaire de la Grande Île annoncera d'ici à dimanche, après examen, la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin des 7 novembre et 19 décembre prochains. De cette pléthore de postulants, un record de 49 dossiers avait été déposé en 2013, émerge l'actuel président Eri, élu il y a 5 ans, et ses 2 prédécesseurs, Henri Rajoelina et Marc Ravalomanana. Les 2 frères ennemis de l'opposition avaient été interdits de candidature lors du dernier scrutin, dans le cadre d'un accord destiné à mettre un terme aux crises politiques à répétition qui avaient secoué l'île pauvre de l'océan Indien. Ravalomanana avait été contraint en 2009 de quitter le pouvoir à la suite d'un coup de force de l'armée qui avait alors placé son jeune rival Rajoelina à la tête du pays. Le prochain scrutin présidentiel, qui sera doublé d'élections législatives, se tient dans un climat politique tendu. D'avril à juin, les partisans de l'opposition ont occupé la principale place de la capitale Antananarivo pour dénoncer les nouvelles lois électorales et exiger la démission du président Eri, accusé de dérive autoritaire. La crise n'a pu s'achever qu'à la faveur de la nomination d'un gouvernement d'union nationale. Comme la Constitution l'exige, le président, qui a annoncé la semaine dernière qu'il briguerait un nouveau mandat, devrait démissionner en septembre. Au Maroc, le roi Mohamed VI a gracié un total de 188 personnes liées au mouvement de protestation Irak, des personnes condamnées au mois de juin dernier. Cette grâce a été accordée à l'occasion de la fête religieuse de l'Aïd al-Adha, selon des sources du Conseil national des droits de l'homme. Des précisions à travers cet élément.
Dans un premier temps, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, avait fait état de 11 grâces pour des militants purgeant des peines de 2 à 3 ans de prison à Casablanca après leur condamnation fin juin au thème de procès fleuve des meneurs du mouvement de contestation sociale qui a agité la région du Rif au nord en 2016-2017. Les autres grâces concernent des personnes condamnées en lien avec les manifestations qui ont agité cette région défavorisée pendant plusieurs mois avec des sentences prononcées par les tribunaux de Nador et d'Al-Hoceima, la ville épicentre de la contestation, selon des informations publiées par la presse marocaine. Les détenus du Hirak graciés sont immédiatement libérables et le CNDH a commencé à se coordonner avec les autorités locales dans différentes villes pour préparer le retour chez eux, selon les responsables du Conseil. Le 26 juin dernier, la justice marocaine a condamné à Casablanca un total de 53 activistes accusés de former le noyau dur du Hirak à des peines comprises entre 1 et 20 ans de prison. La sévérité du verdict avait suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation sur les réseaux sociaux suivies par quelques manifestations de protestation avec de nombreux appels à la clémence du roi. Mais ni le leader du mouvement, Nasser Zefzafi, condamné avec 3 de ses compagnons à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, ni le journaliste Hamid El Mardawi, qui a pris 3 ans ferme après sa couverture des événements, ne figure parmi les personnes graciées. Les grâces royales sont une pratique traditionnelle pour les grandes fêtes. Je l'annonçais en titre, une centaine de migrants ont exprimé leur joie après avoir réussi à pénétrer dans l'enclave espagnole de Ceuta en escaladant la haute clôture frontalière avec le Maroc. Il faut dire que la Ceuta représente, avec l'autre enclave espagnole de Melilla, la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec l'Afrique. Reportage. Quelques 115 migrants ont pénétré ce mercredi dans l'enclave espagnole de Ceuta en escaladant la haute clôture frontalière avec le Maroc, blessant légèrement plusieurs agents. Ils sont passés par-dessus la clôture de 6 mètres de haut et hérissés de barbelés qui entourent la ville. Selon les autorités locales, 7 gardes frontières ont été légèrement blessés suite à des blessures d'acide et de chaux que leur ont lancé les migrants. Ces jeunes migrants africains qui ont réussi à escalader la double clôture étaient fous de joie, certains agitant un drapeau espagnol ou européen. Plusieurs avaient des blessures aux jambes et aux mains, les vêtements lacérés et ensanglantés. Oui, tout simplement, je remercie ma maman. Oui, c'est ça. Bonne chance à tous les amis qui sont derrière. Bonne chance mes amis. Ceuta représente avec l'autre enclave espagnole de Melilla la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec l'Afrique. Fin juillet, plus de 600 migrants y étaient entrés lors d'un passage en force marqué par des affrontements décrits comme particulièrement violents par les forces de l'ordre, lors duquel ils avaient jeté de la chaux vive et des excréments sur les gardes frontières. Depuis le début de l'année, quelques 3100 migrants sont entrés à Ceuta et Melilla, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Ils viennent s'ajouter aux plus de 25 000 arrivés en Espagne par voie maritime, faisant du pays la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe, devant l'Italie et la Grèce. Et pendant ce temps, au Sénégal, une trentaine de migrants ont été arrêtés par la police à Dakar. Ces candidats à la migration étaient partis en bateau de Gambie dans l'espoir de parvenir à rallier l'Europe. Le Sénégal, faut-il le rappeler, a enregistré ces dernières semaines une augmentation des départs vers l'Europe. Quelques 30 migrants qui étaient partis en bateau de Gambie dans l'espoir de parvenir en Europe ont été arrêtés samedi par la police à Dakar, la capitale du Sénégal. Selon une source policière, le bateau a échoué en face d'un commissariat de police après avoir subi des avaries. Certains passagers qui étaient à bord ont réussi à fuir ainsi que le commandant du bateau. La route de l'océan Atlantique, qui passe souvent par les îles Canaries, territoire espagnol, avait été l'une des principales routes de la migration clandestine au milieu des années 2000. Par la suite, des migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne ont commencé par préférer les routes de la Méditerranée en passant par l'Espagne et l'Italie. Mais en raison du blocage de la Libye, dont les gardes-côtes empêchent le passage des migrants, les passeurs sont en train de changer leur méthode en allant plus à l'ouest.
Selon la police des frontières sénégalaises, le nord du Sénégal a enregistré une augmentation des départs vers l'Europe, souvent organisée avec la complicité des pêcheurs. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.